Ma fille, Marie-Ève, avait 13 ans lorsque, du jour au lendemain, elle est devenue épileptique. Sous le choc, j'ai accusé le coup comme un bleu au cœur. Ça fait plus de 10 ans que nous vivons ce cauchemar au quotidien. Je dis « nous », car sa maladie m'a entraînée avec elle. C'est comme si moi aussi, à quelque part, j'étais pris. Puis pour être capable de créer autre chose, j'avais comme besoin d'exprimer au monde ou d'exposer, ne serait-ce qu'à moi-même qui va la regarder seule, la cassette, mais j'avais besoin de dire et d'entendre ça. L'histoire de l'épilepsie de Marie-Ève, puis aussi dans quoi j'étais pris. Et, souvent, je me plaisais à dire que je passais entre la peinture et le mur et j'ai comme renoncé à exister ou je me suis beaucoup fondue à elle à travers sa maladie. Et de faire cette vidéo-là, c'est un moyen d'expression pour exprimer aussi le mal et la souffrance de ce que c'est, cette histoire-là. Puis après que ça va être déposé, peut-être que je vais pouvoir aller vers autre chose. C'est comme si j'étais pris à quelque part avec mon truc. Un jour, on me demande de bouger comme un arbre au vent. Les yeux fermés, je m'imagine de longues racines émanant de mes pieds qui s'étendent dans la terre. Mes bras sont des branches qui balaient l'air d'un mouvement circulaire. Ma tête, faite de l'arbre, reçoit l'énergie du soleil qui réchauffe mon corps. Est-ce que tu te sens coupable de faire de l'épilepsie? Je me sens coupable. Oui, un peu. Parce que j'aime, comme je disais, j'aime pas ça me montrer aux gens. J'aime pas ça montrer, disons, mon côté faible. Mais... Parce que pour toi, c'est une faiblesse? Oui. Oui, parce que quand je fais une crise, j'ai plus... je suis plus là, tu sais, j'ai plus contrôle avec mon corps. Comment tu envisages l'avenir? Ben, j'ai des rêves. J'ai des rêves seuls, puis j'ai des rêves avec mon chum, puis j'ai beaucoup de choses que je voudrais accomplir. J'ai beaucoup de... C'est sûr que j'aimerais ça travailler, parce que à cause de mon épilepsie, je peux pas travailler pour l'instant. Je garde quand même espoir que je vais sûrement guérir un jour, puis je vais sûrement être capable de réussir ce que je veux faire. La tête et le cœur emplis de ces images, je reste sur place, immobile. Tout ce que je sens sont mes larmes sur mes joues. Les choses doivent rester en mouvement. La loi de la vie, c'est le mouvement. C'est menaçant de se définir comme mouvement. Si je vous disais, vous êtes simplement un mouvement. Vous me dites, mais non, M. Corneau, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin d'une auto. Oui, mais tout ça, c'est pour que vous restiez en mouvement. Que vos cellules restent en mouvement. Vous êtes dans le mouvement de la vie. On a des difficultés à se définir comme ça. Et on s'arrête sur des fixations qui, au début, nous donnent des sécurités, après, nous enferment. Les médicaments n'ont jamais agi sur l'épilepsie de ma fille. Elle n'est pas une candidate pour l'opération au cerveau. Ces deux options étant écartées, il n'y a plus rien à faire. Aujourd'hui, je dis que je refuse la façon dont on traite l'épilepsie. Pour moi, les crises tentent d'exprimer quelque chose. Est-ce que les émotions, selon vous, ont une part importante dans l'épilepsie? Même chez les souris. Oui. Alors, c'est vous dire que si les souris peuvent faire des crises à l'émotion, pour les hommes à plus forte raison. Mais chez l'homme, c'est controversé, mais à mon avis, à tort. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dont on repère facilement qu'ils font des crises
à l'émotion. Il arrive que la crise par elle-même, dans la forme qu'elle prend, suggère un sens. Mais c'est surtout par le contexte, c'est-à-dire à quel moment quelqu'un va entrer en crise, de quoi était-il en train de parler, à quoi pensait-il, que lui disait-on, que lisait-il. C'est-à-dire que s'il y a un sens dans le déclenchement des crises, il est plus à rechercher dans l'environnement de la crise que dans la crise elle-même. Je me sens comme un arbre en hiver. Prisonnière à l'intérieur de moi-même, j'écrase sous le poids de la vie. Le silence scelle la douleur qui m'habite. Crier ma peine. Couper mes chaînes. Mais comment? Il y a des journées que je me lève, que tout va très, très bien, puis je sais que je ne ferai pas de crise dans cette journée-là. Tu sais, c'est quasiment impossible, là, parce que je me sens... Comment je pourrais dire ça? C'est super bien, là, puis... tandis que d'autres journées que je me lève, puis je file pas, là, j'ai l'impression que je vais faire une crise aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, là, puis, tu sais, Puis là, j'aime mieux pas le dire à personne pour pas que le monde s'inquiète, mais de l'autre côté, je devrais peut-être le dire pour essayer d'arrêter ma crise, tu sais. Est-ce que tu penses que les émotions peuvent avoir quelque chose dans ton histoire? Oui, je pense que oui. Ben, à toutes les fois que je fais une crise, j'essaie de voir pourquoi j'ai fait une crise là. Puis quand je trouve pas la raison, ben je laisse faire, mais ça arrive souvent que je la trouve, par exemple. On a toujours des émotions autour de nous et en nous. On nage dans des émotions, autrement dit. Et c'est quand les vagues deviennent très fortes qu'on dit tout à coup « j'ai une émotion ». Mais en général, la plupart des êtres ont une coloration affective. Et ce qui est encore plus juste de dire, dans ce sens-là, si je continue mon image, c'est pas vrai qu'on a des émotions, c'est les émotions nous ont. Tout le talent d'une vie, ça va être de dire, bon, j'accueille l'émotion qui est en moi et tout à coup, effectivement, je vais en apprendre quelque chose. Pourquoi j'ai cette émotion-là? Pourquoi elle est si forte? Pourquoi elle a la capacité de me posséder comme ça? Bien sûr, la plupart des êtres répriment leurs émotions. Et ça veut dire qu'il les refoule, c'est-à-dire qu'il les jette dans l'inconscient, si vous voulez, parce qu'ils ont peur d'être perturbés par leurs émotions. L'épilepsie me terrorise. J'ai peur pour la vie de Marie-Ève. Je souffre de la voir souffrir et je me sens impuissante à pouvoir la guérir. Je me sens inadéquate. J'ai honte. Je veux disparaître. Piégée, je m'enferme en moi-même. Cette émotion-là que vous avez refoulée, ce n'est pas vrai qu'elle est morte. Elle est aussi vivante qu'avant. Mais elle est sombrée où? Elle est sombrée dans le corps. Alors effectivement, vous ne la ressentirez plus. Et donc, quand on dit somatiser, ça veut dire qu'on fait disparaître la partie affective d'une expérience pour dire, bien, c'est le corps maintenant qui va la porter. Quand l'émotion n'est pas touchée, il n'y a pas de transformation dans un être humain. On peut connaître beaucoup de choses sur soi, tant qu'on n'a pas été touché émotivement, affectivement, on n'a pas encore jonglé avec l'inconscient, qu'on n'est pas encore allé chercher des choses de fond. Il n'y a pas de transformation possible. Déchirer le voile, perforer la membrane, enlever les masques qui m'empêchent de me sentir libre. Me dévoiler, faire ce passage à nu m'angoisse. Voir Marie-Ève dans cet état-là, ça m'a comme confrontée à moi-même, dire qu'est-ce que je fais? Je continue ou je dépose mes valises, je m'assis puis je regarde à ça. Donc ça m'a permis, cette histoire-là, de me prendre en charge, puis de faire cette démarche-là, cette quête-là en psychothérapie, puis d'aller au cœur de ce qui était présent pour moi. Mettre de l'ordre, puis essayer de guérir des souffrances qui étaient trop criantes, puis qui se manifestaient aussi dans mon corps.
J'étais pas capable de dire on va laisser faire la vie tout seul. Ça vient me chercher dans l'impuissance, je pourrais tout casser pour essayer de la sortir de là. C'est vraiment ça. L'impuissance, ça a été quelque chose d'insoutenable pour moi. L'émotion qui veut nous parler, la chose qui veut nous... le désespoir qui veut nous parler, la dépression qui veut nous parler, elle a son intelligence. Pour moi, la psychanalyse, c'est une quête de sens. Quelque chose qui arrive à l'individu et qui, pour lui, n'a pas de sens. On va tenter de se mettre à la recherche d'un sens ensemble. Disons, il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé, en tant que médecin faisant des électroencéphalogrammes, à voir beaucoup d'épileptiques. Mais comme je suis par ailleurs psychiatre et psychanalyste, et que quand je vois les gens, je leur parle et je les écoute, je me suis aperçu qu'il y avait des points communs, très souvent, entre ces patients qui venaient me voir pour toute autre chose. Ils venaient voir l'électroencéphalographiste. Ils ne venaient pas voir le psychiatre et le psychanalyste, mais ils me parlaient. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient souvent des analogies dans leurs histoires. Ces analogies pourraient se résumer sous l'appellation, beaucoup d'entre eux semblaient être ce qu'on appelle des enfants de remplacement. C'était des personnes qui, dans l'esprit de leurs proches, étaient à peu près irrémédiablement associées à quelqu'un d'autre, soit qui avait existé avant eux, soit qui existait encore mais dont on avait oublié ou feint d'oublier l'existence. Donc, il y avait cette particularité. Et puis, il s'est trouvé que j'ai lu dans des articles où j'ai rencontré dans des congrès d'autres médecins que je ne connaissais pas auparavant et qui avaient fait des constatations analogues. Et on s'est aperçu que dans un nombre important des cas que nous soignons, hein, c'est-à-dire pas les épileptiques qui, avec deux cachets d'épakine, vont guérir et puis on n'en parle plus, mais des gens qui ont des crises rebelles, etc., qui viennent nous voir, eh bien on s'est aperçu que beaucoup avaient ce que un mot barbare, hein, je ne pourrais pas l'éviter, quelque chose qu'on peut désigner sous le nom d'identification inconsciente à un double. Un double soit mort, soit oublié, soit dont l'existence a été cachée. L'identification à un double, soit mort, soit oublié. Ces mots m'interpellent et me rejoignent au plus profond de mon être. Se pourrait-il que de vieilles histoires secrètes ou posthumes soient encore bien vivantes au cœur de nos vies? Se pourrait-il qu'inconsciemment, elles aient un impact et un lien sur l'épilepsie de ma fille? Quand dans l'esprit de la famille, un enfant est étroitement lié à quelqu'un qui a déjà existé, on a du mal à lui laisser avoir sa propre histoire. Puisque notre histoire, on la construit bien sûr à travers des identifications, des traits d'autrui qu'on prend puis qu'on s'approprie, d'autres qu'on rejette. On n'est jamais tout à fait pareil à sa mère ou à son père, mais on prend un petit bout de l'un, un petit bout de l'autre et on se fait son histoire personnelle. Mais quand il y a déjà quelqu'un qui a existé, dont le destin est scellé, il est très difficile d'avoir une liberté de se fabriquer soi-même avec les petits bouts. Petite fille, elle aimait bien se déguiser et danser le ballet. Mais un jour, elle a renoncé à son plaisir. Les mécanismes de base qui sont créateurs deviennent des mécanismes qui nous enferment. C'est à ce moment-là qu'on se met à parler de dire qu'ils sont problématiques, qu'ils sont des difficultés. Mais c'est l'écoute de ces difficultés-là qui va nous redonner le chemin vers la création, vers la créativité. Quand on regarde des dissociations, quand on regarde des refoulements importants, des suppressions, des dénis et tout ça, on est en train, au fond, souvent de parler de choses entre guillemets pathologiques. Mais c'est quand même très important de savoir en même temps que ce sont des stratégies créatrices que l'être a employées pour survivre. Les médicaments, ça n'agit pas pour toi? Non. J'ai essayé tous les médicaments 2 fois de suite. Là. Pas 2 fois de suite, mais j'ai essayé... En 2 temps? Oui, en 2 temps. Puis les médicaments, ça me fait comme un bonbon. Je le prends, puis il n'agit pas en moi. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il me drogue, puis je
Je viens d'un vape complètement, là. Toutes les fois qu'on me parle, je dis oui et non, puis c'est tout ce que je suis capable de dire, là. Fait que je me suis dit que c'était mieux pour moi si j'en prenais pas. Ça change rien sur tes crises? Ou... Ça change rien sur mes crises, sauf que je suis plus là, puis je suis capable de parler, puis je suis capable d'expliquer mes choses. Puis t'es sans venir, tes crises, ou pas? Ça arrive des fois que je les sens venir, et je sens comme un genre de feeling en dedans de moi qui va me dire que je me sens pas bien, puis que, tu sais, ça file pas. Mais il y a d'autres fois que je les sens pas venir, puis ça se passe tout de suite, puis je pars tout de suite. Beaucoup de patients épileptiques sentent bien qu'il y a quelque chose d'autre dans leur crise qu'une pure passivité. Et donc de leur donner le droit d'avoir accès à une compréhension active d'eux-mêmes est quelque chose qui modifie la donne, je crois. Quand quelqu'un vient dans un bureau de psychanalyste, chez un psychologue, chez un psychiatre, dans un groupe de travail, il n'est pas une personne souvent, il est une maladie. Il se prend pour une maladie. On va lui dire, tu prends ça bien trop au sérieux. Tu es un être humain qui produit un symptôme de violence, de dépression, de désespoir. Et c'est parce que tu es malheureux, puis on va regarder les sources de ça. Et si tu retrouves goût à la vie, peut-être que le symptôme va disparaître, et peut-être qu'il va rester, mais il n'aura plus la capacité de te définir. Tu n'arriveras plus à dire je suis juste épilepsie ou je suis juste maladie. Exactement. Ou je suis juste... C'est ça. Parce que vous aurez redécouvert vos capacités créatrices et vous saurez que vous dépassez largement cette définition-là. C'est un accident de parcours. Est-ce que tu fais des choses toute seule ou c'était toujours quelqu'un avec toi? Bien, la plupart du temps, ça me prend quelqu'un avec moi, mais ça arrive des fois que je vais demander la permission à quelqu'un qui est avec moi comme à mon chum ou puis si ça serait possible que je vais juste aller au coin de la rue, je vais revenir, ce sera pas long, puis tu sais, fait que lui, il regarde, bon, ça va me prendre à peu près 15 minutes, fait qu'il check 15 minutes, puis si après 15 minutes, je suis pas revenue encore, ben il va venir voir. Pourquoi qu'il ira voir? Sa rue, voir si je suis encore là ou si j'ai pas fait une crise ou quelque chose comme ça, là. J'ai fait une demande pour avoir un chien guide aussi. Puis ça, j'ai eu la confirmation dernièrement, puis je vais l'avoir, mon chien, dans 1 an à peu près. Ça va être quoi pour toi, ce chien-là? Ben, le chien que je vais avoir avec moi, il va être là. Il va être tout le temps avec moi. J'aurai pas besoin d'y demander la permission. S'il veut venir dehors avec moi, il va venir avec moi. Tu sais, j'aurais pas besoin d'attendre après personne pour y aller ou pour faire n'importe quoi. Je vais avoir mon chien avec moi qui va toujours rester avec moi. Fait que lui, il va me protéger. Donc, ça va te sécuriser? Ah oui, beaucoup. En tant que psychanalyste, je ne crois plus que telle école de psychanalyse, que telle technique, que tel être qui est psychanalyste, que tel médecin, que tel médicament, que telle forme thérapeutique va vous guérir. Je ne crois plus à ça du tout. Je pense cependant que tous ces gens-là et toutes leurs techniques et tous leurs médicaments ont la capacité d'éveiller vos mécanismes auto-guérisseurs. Vous êtes la personne qui est capable de se guérir. Moi, je ne peux pas vous aider. Je peux mettre en place un contexte qui va stimuler vos mécanismes de guérison. Et là, vous allez devenir averti de ce qui se passe en vous, puis de trouver des formes harmonieuses de coexister avec vous-même et de créer, de vous recréer. Mais à ce moment-là, pas seulement créer par l'hérédité, par les événements de votre vie, les événements familiaux et sociaux, mais créer à partir de l'intérieur, de dire au fond, est-ce que j'ai la vie qui me représente? Est-ce que j'ai la vie qui me garde dans le goût de vivre? Ou est-ce que j'ai une vie qui m'affadit, qui m'ennuie et qui fait que j'ai plus le goût de vivre? Parce que la réponse, elle est là, vous savez. La réponse du bonheur humain chez un être, c'est un être qui retrouve le goût de vivre. L'histoire de ma fille a été un prétexte pour émerger de ma propre souffrance qui était complètement en dehors d'elle. Après un long parcours,
je suis à me mettre au monde. Comme le phénix, je renais de mes cendres. On ne peut pas dédramatiser en général. On peut dédramatiser une situation particulière. On ne soigne pas des épileptiques, on soigne des gens. On ne soigne pas des névrosés, on soigne des personnes. Chaque personne a une histoire qui n'est absolument pas identique à l'autre, à celle de l'autre. Donc pour dédramatiser, ça passe nécessairement par une compréhension de la situation présente. L'assistance mutuelle d'un patient par un psychiatre et un neurologue, et du neurologue par le psychiatre et vice-versa, à mon avis, enrichit le traitement. Enrichit les chances soit de guérison, soit d'amélioration sensible. Parce qu'après tout, on ne guérit jamais de rien, on finit tous par mourir. Mais quand on reste avoir 2 fois ou 3 fois ou 10 fois moins de crises, ça change la vie. Je vais être capable de me débrouiller tout seul. Par moi-même. Ce serait un grand bonheur pour moi que tu puisses affronter la vie plus solidement, si tu veux. Là. Mais je pense que je peux plus aller plus loin. J'étais au bout. Je pense qu'on a fait pas mal ensemble.